Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons un grand journaliste, éditorialiste et chroniqueur qui est passé sur les plateaux de BFM TV, iTélé ou encore LCI et qui aujourd'hui, accompagné de son écharpe rouge, répondra à nos questions. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour à vous tous. Première question, pouvez-vous vous présenter en quelques phrases? Eh bien, parisien heureux d'être dans cet endroit paradisiaque, déjà aujourd'hui avec ce soleil printanier, et puis curieux de tout, donc journaliste, et surtout avide de voir le siècle en train de se construire, et donc journaliste politique. Très bien. Sur Europe 1 en février, vous déclariez « Les élites baby-boomers doivent aider les jeunes à réussir leur vie à venir ». Et enfin, dans votre dernier livre « Les tyrannies de l'épidémie », vous déclarez vous parlez d'un jeune de 16 ans qui voit ses études s'enliser, ses futurs emplois s'envoler et son avenir s'assombrir. Que faire aujourd'hui pour venir en aide aux jeunes? Bon, d'abord déconfiner le plus vite possible, que la vie des universités, que la vie des entreprises puisse reprendre. Ensuite, relancer l'économie en ayant le souci de servir d'abord ce monde d'après, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette économie du nouveau monde, pour que les jeunes puissent apporter leurs innovations et leurs idées et en profiter. Et puis bâtir un cadre politique et géopolitique autour de tout ça, pour que la jeunesse n'ait pas à gérer dans quelques années des replis souverainistes ou des guerres, en plus d'avoir à gérer les conséquences économiques de l'épidémie. Ça veut dire faire un grand bond en avant à l'Europe politique. On en a l'occasion, on en a les moyens, les Britanniques ne sont plus là pour l'empêcher, la relance budgétaire européenne est là pour porter ce projet. Donc pour aider les jeunes, il faut faire tout cela, une nouvelle Europe politique et une nouvelle manière de voir l'économie. Et quelle place donc donner aux jeunes aujourd'hui dans la société? La place qu'ils prendront, c'est à eux aussi de la prendre. La jeunesse est extrêmement inventive, elle est extrêmement résistante, c'est-à-dire elle se plie à des contraintes et à une époque qui n'est pas facile, sans trop se plaindre d'ailleurs, mais c'est peut-être pas une jeunesse qui est dans l'idée de saisir les opportunités du pouvoir. La jeunesse aujourd'hui a envie de vivre 1001 aventures, ne pas faire 35 ans dans la même entreprise, ne pas se vouer à une seule vocation, ça c'est très bien. Ce nomadisme-là est très bien, mais dans une conception assez horizontale de l'existence et non plus verticale, non plus ascensionnelle, cette jeunesse fait peut-être un peu trop l'impasse sur la prise de pouvoir. Or, il faut que cette génération prenne le pouvoir, alors pas avec des baïonnettes et en coupant les têtes, mais en s'imposant dans les entreprises, dans les partis politiques, dans les lieux de débat public, pour que le siècle, le 21e siècle, soit écrit par elle. Et donc aujourd'hui, vous parlez justement des jeunes qui doivent reprendre le pouvoir. Comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes peuvent s'imposer dans la vie citoyenne, dans la vie civique et dans la vie démocratique? Je pense que les jeunes ont réussi déjà à s'imposer dans le débat entre eux. C'est-à-dire que toute la circulation des idées, des opinions entre eux fonctionne beaucoup plus vite et beaucoup plus massivement qu'à mon époque. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a Internet, que ça démultiplie et que ça accélère. Ensuite, il faut que les jeunes s'imposent encore un peu plus, mais ils le font déjà beaucoup, dans la vie associative. C'est-à-dire cette manière de repenser une vie de quartier, une action économique, une action sociale dans le débat démocratique. Ça, c'est la vie associative. Mais aussi, après, il faut s'imposer dans la vie politique. Et ça veut dire se présenter aux élections et les gagner. Alors, on voit bien que la démocratie est en train de muter, être conseiller municipal, départemental, député, ministre. C'est plus ça, les carrières d'aujourd'hui. On peut surgir vite, on peut consacrer juste quelques années de sa vie à la politique et passer à autre chose, mais il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Et je crains que la jeune génération fasse un peu trop l'impasse sur le politique, alors qu'une bonne partie des décisions qui sont prises, encore, est déterminante pour la vie des gens, passe par là. On va faire un petit arrêt sur votre dernier livre, Les tyrannies de l'épidémie, où vous parlez justement de nos libertés sacrifiées. Vous déclariez il y a quelques années que Macron représentait bien les idées pour lesquelles vous vous battiez. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Oui, même si dans sa représentation des idées, il n'est pas toujours efficace. Il ne va pas toujours assez loin, il oublie, il y a des angles morts. Bon, l'exercice du pouvoir, il est difficile, la critique, elle est facile. Emmanuel Macron est arrivé à un moment donné dans la vie politique où il a ressuscité, régénéré, modernisé des idées qui existaient avant moi, qui étaient celles de Jean-Jacques Servan-Schreiber quand il a lancé l'Express, qui étaient celles de grands Européens réformistes. Et donc moi je me suis battu longtemps avec l'impression que c'était attaquer des moulins, que de prêcher l'Europe politique, la nation européenne, que de prêcher le réformisme avec un libéralisme éclairé, que de vouloir faire bouger cette société. Et j'ai eu l'impression que le peuple français, en adhérant à Macron, adhérait à ce projet. C'était vrai, et des choses ont été faites. On a sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur l'État, sur la SNCF, dans des tas de domaines, on a avec le quinquennat Macron brisé des citadelles, avancé dans la bonne direction. Pas assez vite et pas assez puissamment. Mais enfin c'est comme ça, c'est la réalité. Au niveau européen, le discours de la Sorbonne, septembre 2017, c'est parfaitement ce que je pense. Une partie a été réalisée. Et puis le Brexit, l'épidémie ont apporté des éléments nouveaux qui permettent des accélérations. Donc je garde l'espoir que ce courant d'idées est toujours vivace et j'espère majoritaire.
Le personnage Macron, avec ses limites, ses excès, est sans doute dans un moment de rejet de l'opinion française. Est-ce qu'il arrivera à se faire réélire par ruse, en profitant de la division des adversaires pour continuer son œuvre, ou est-ce qu'il sera englouti? Bon, l'avenir nous le dira. De toute façon, à un moment donné, l'arbitre, le juge de paix, c'est le vote, c'est le suffrage universel. Et donc justement dans ce livre, vous parlez des tyrannies de l'épidémie, comme on vient de le dire. Vous êtes assez virulent avec la façon dont le pays a été mis sous cloche. Vous parlez justement de ces libertés qui ont été également sacrifiées. Qu'auriez-vous fait? Nous avons sacrifié les libertés. Nous avons accepté dans une forme de servitude volontaire d'abdiquer la liberté de circuler, d'expression, avec un but incontestable et humaniste, sauver le plus de personnes possible, notamment les personnes fragiles, les personnes âgées. C'est un très grand progrès de notre société que de procéder ainsi, c'est-à-dire la santé avant l'économie. Sauf que c'est pas ça la réalité de l'équation. C'est qu'en sacrifiant trop l'économie, trop vite, trop longtemps, on a hypothéqué, on a mis en danger la santé d'après-demain. Le confinement d'aujourd'hui, c'est les faillites de demain, c'est les problèmes sociaux d'après-demain et c'est les problèmes sanitaires d'après-demain. Aujourd'hui, sont en train de se prendre des décisions qui vont amener dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, des gens à mourir plus tôt que prévu, plus tôt qu'ils ne le devraient, parce qu'ils auront été mal accompagnés dans la vie, parce qu'ils auront été pauvres, parce qu'ils auront eu des problèmes psychologiques. Les conséquences à court terme, c'est sauver des vies. Les conséquences à moyen terme et à long terme, c'est peut-être en sacrifier plus que celles qu'on sauve. Alors, évidemment, l'équilibre est très compliqué, mais on n'a pas eu le droit de poser cette question. Quand vous posez cette question, vous êtes déjà sacrilège. Vous êtes déjà un infâme assassin sans pitié qui veut laisser tomber les gens dans les hôpitaux. Non, la responsabilité du politique, c'était d'essayer de trouver, non pas le juste milieu, mais le double avantage, le « et en même temps ». Et en même temps, je sauve des gens, j'aide des hôpitaux, personne ne sera abandonné, et en même temps, je n'hypothèque pas l'avenir pour éviter d'avoir un scandale sanitaire aujourd'hui. Et j'ai l'impression que cet équilibre du « et en même temps » ne l'a pas trouvé. Aucune nation occidentale ne l'a trouvé. Aucune. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on n'a même pas cherché à le trouver. On n'a même pas eu le droit de poser le débat. On pouvait poser le débat et dire écoutez, on n'y arrive pas, et donc on va d'abord se consacrer sur le court terme, le long terme on verra. Les morts dans 15 ans, on verra bien comment on les gère. Mais cette interdiction de poser le débat m'a quand même choqué et surpris, notamment venant de la population qui quasiment unanimement a accepté de renoncer à poser la question, au moins pendant le premier confinement. Quand le livre est sorti en janvier, déjà à partir de décembre, ça grognait plus. Pourquoi n'a-t-on pas le droit d'en discuter? D'ailleurs, le politique l'a compris, puisque fin janvier, Macron a refusé de reconfiner alors que les médecins l'exigeaient. Et depuis, il cherche à louvoyer en expliquant qu'on reconfine, mais enfin qu'on ne reconfine pas vraiment. Et il cherche ce « et en même temps », je ne fais pas trop souffrir les actifs et je protège quand même les plus fragiles. Il a essayé, mais sans l'assumer, de pratiquer cet équilibre. Justement, encore une fois, dans ce livre, dans les premières pages, on peut voir que vous parlez d'une infirmière qui avait tweeté « Est-ce ça ma mort ?» en parlant d'un homme de 40 ans sans aucun antécédent médical, qui avait 3 enfants et qui est décédé des suites du coronavirus et dont l'examen médical la mort avait été signalée sous une autre maladie. Ouais. C'est très éloquent cette anecdote parce qu'elle était bouleversante, elle était terrifiante même. Moi j'ai entendu ça à la radio, ça m'a glacé. Et surtout ne pas attraper ce virus, c'était vraiment affreux. Et puis en cherchant ce malade, des journalistes sont aperçus qu'il n'existait pas. Alors l'infirmière a expliqué que mais si, mais enfin on l'avait classé autrement. Les hôpitaux ont dit non, de cet âge-là, de cet hôpital-là, ces jours-là, non, il n'y a personne. Donc c'était sans doute ce qu'on appelle maintenant une fake news. Utile, puisque l'infirmière en faisant ça a sans doute amené des gens à être beaucoup plus prudents. Elle a sauvé des vies. Mais éloquente. A-t-on le droit d'inventer des fables pour que les gens se comportent bien? Tout est dit de ce confinement. Nous a-t-on dit la vérité? Oui, bien sûr. Il ne faut pas tomber dans le complotisme. Il y avait vraiment un virus, c'était pas une fiction et c'était atroce comme maladie. Et on a bien fait de se protéger, de confiner. Mais est-ce que dans la lecture des statistiques de M. Salomon, qui tous les soirs venait nous donner des chiffres énormes, on a bien tout dit? Il y a 600 000 morts par an en France dans une année normale. Là, il y a eu 100 000 morts du coronavirus. Combien sont morts du coronavirus et combien seraient morts de toute façon 15 jours plus tard d'autre chose et le coronavirus les a achevés? On ne le sait pas. Quand le professeur Raoult, qui par ailleurs a dit beaucoup de choses contestables, vient dire 88% des gens qui sont morts à Marseille dans son CHU seraient morts dans l'année qui suit. Il faut l'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas les sauver. Une année de vie en plus, c'est merveilleux pour voir ses enfants, ses petits-enfants profiter de la vie.
Mais c'est pas pareil que de voir mourir quelqu'un de 20 ans d'un accident de scooter ou d'une leucémie foudroyante ou une mère de 3 enfants qui ne pourra pas les élever et ses enfants vont grandir sans mère parce qu'elle est morte à 35 ans d'un cancer du sein. Il faut savoir non pas mesurer la valeur des vies, chaque vie a la même valeur, on n'est pas dans le cynisme, mais il s'agit de voir ce dont nos sociétés ont été privées. Quand vous envoyez 1,5 million de jeunes de 20 ans se faire tuer dans les tranchées de 14, vous privez la France, vous privez l'Europe d'1,5 million de vies qui pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans auraient pu faire des merveilles. Écrire les plus beaux romans, composer les plus belles symphonies, faire des enfants. Quand, par manque d'équipement dans les hôpitaux, quelqu'un meurt à 90 ans, qui serait peut-être mort à 95 ans, c'est atroce. 50 vies en moins, c'est atroce. Mais est-ce que dans ces 5 années, cet individu aurait composé les plus belles symphonies du monde? Sans doute pas. Fait des enfants? Sans doute pas. Donc, ce dont on prive la société, les individus, ça n'est pas la même chose. Dire ça aujourd'hui, c'est choquant. Vous passez pour un cynique, un sans-cœur. Et c'est contre ça que je me bats. Parce que si on n'est pas capable de faire cette distinction, encore une fois, pas pour dire certains ont plus de valeur que d'autres, non, pour dire regardons objectivement. Si on n'est pas capable de faire ça, on se cache les yeux. Et on tombe dans ce qu'Antonin Artaud appelle, dans un texte qui s'appelle Le théâtre et la peste, le suicide sans s'en apercevoir. Il dit, nous sommes dans un monde qui glisse, qui se suicide sans s'en apercevoir. Eh bien, je pense qu'en sacrifiant trop notre jeunesse pour porter assistance, et c'était très bien, aux plus âgés, nous avons peut-être choisi le suicide sans nous en apercevoir. On ne s'en aperçoit pas, on a aidé les plus fragiles, ouf, bravo, merci. Mais en fait, on a programmé un suicide à moyen terme. On va faire un petit tour sur les réseaux sociaux désormais. Vous êtes lancé en janvier-février dernier sur les réseaux sociaux avec des petites chroniques d'un peu plus d'une minute. Oh, il y a bien plus longtemps, mais je le faisais avec sur l'Express Instagram, à l'époque. J'entends sur Instagram par exemple. Vous parlez d'Xavier Bertrand, de Jean-Luc Mélenchon en passant même par l'attestation dérogatoire. Est-ce que vous pensez que les journalistes et les politiques en général doivent plus se lancer sur les réseaux sociaux pour séduire les jeunes? Bien sûr, c'est un espace qu'on ne peut pas ignorer. D'abord parce qu'en effet, c'est l'espace naturel d'information des jeunes. Donc si on attend d'être aux 20h, on ne les touchera jamais parce qu'ils ne le regardent pas. Donc il faut aller sur ces canaux-là, sans forcément faire le jeune et se prêter à des gimmicks ou à des trucs. Pas besoin de faire des cabrioles sur Twitch pour toucher les jeunes. Il faut être ce que l'on est, mais être dans les espaces où les jeunes sont. À venir sur une terrasse où il y a un média jeune qui vous interroge, aller dans les cafés où les jeunes organisent des rencontres, c'est notre devoir. Et après, on n'abdique rien, ni de nos convictions, ni de notre savoir-faire. Il y a des trucs qu'on ne saura pas faire. Il faut y aller. Après, il faut y aller aussi parce que ces réseaux sociaux qui sont tout neufs, qui ne sont pas régulés, il n'y a pas de droit, c'est la loi de la jungle, charrie le pire et le meilleur. Or, il y a un adage en économie qui dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Eh bien, c'est pareil pour les informations. Les mauvaises informations, les fausses informations, les mensonges, le complotisme parlent toujours plus fort que la pédagogie discrète ou que l'information tranquille. Donc, il faut y aller pour tout doucement que la lente marée du vrai soit plus forte que le tsunami du faux. On va faire un petit moment de légèreté. On vous a vu sur les réseaux sociaux, notamment sur les plateaux de BFM et de RMC. Vous a donné des petits freestyles de rap. Est-ce que vous pensez que dans le politique et même dans le journalisme en général, il faut ces petits moments de légèreté pour détendre un peu? Bien sûr, l'humour nous sauve de tout. Il faut parler avec gravité des choses légères et avec légèreté des choses graves, dit la sagesse. Et Sacha Guitry l'incarnait mieux que moi. Donc, c'est pas parce qu'on est parfois léger, humoristique, dans l'autodérision, dans la parodie, dans cette part un peu de comédie, qu'on ne pense pas ce qu'on dit et qu'on ne peut pas s'arrêter sur des sujets très très graves. Il faut faire attention à ne pas blesser, à ne pas être de mauvais goût, et ça peut m'arriver comme à tout le monde parfois d'être de mauvais goût, mais il faut toujours penser que rien n'est grave sauf la mort des autres. C'est le Lucien Guitry, le père de Sacha, qui disait cela. Et c'est vrai que la gravité, c'est la mort des autres, on en parle avec l'épidémie, mais que le reste, son propre destin, le fait que parfois on gagne, parfois on perd, ça n'est pas grave. Ça peut être important, mais ça n'est pas grave. Et donc il faut combattre cette gravité en rappelant que particulièrement dans notre pays, l'humour doit avoir sa place. Tout finit par des chansons, dit Beaumarchais, à la fin du mariage de Figaro. C'est une vérité française. On va passer à des questions peut-être un peu plus rapides et un peu moins longues donc. Que tirez-vous de votre expérience du journalisme, même en tant qu'éditorialiste depuis des années que pouvez-vous dire aux jeunes qui peut-être souhaiter aussi se lancer dans le journalisme? Mais je tire un immense plaisir, un bonheur renouvelé. Je ne me suis jamais ennuyé une minute dans ma vie depuis plus de 30 ans à faire ce métier, journaliste politique. Donc allez-y, foncez, c'est un métier absolument merveilleux, même si les conditions économiques sont devenues difficiles.
Donc votre mentor politique ou un personnage politique qui vous inspire? Je n'ai pas de personnage politique qui m'inspire, qui est mon mentor, même si les grands politiques fascinent, Napoléon, De Gaulle, avec leurs qualités et leurs défauts. En revanche, j'ai eu la chance d'apprendre mon métier avec de grands journalistes politiques, notamment Denis Jambard et Claude Imbert. Est-ce que vous avez un moment politique qui vous a marqué dans votre vie? J'ai découvert la merveille du journalisme politique le 10 mai 1981. J'avais 14 ans et j'ai vu que notre pays pouvait se diviser, se déchirer sur une élection. Et je me suis dit, c'est passionnant. Un pays qui est capable de s'enflammer pour un résultat d'élection. Et là, je me suis dit, je vais suivre ça pendant toute ma vie. Aujourd'hui, est-ce que vous vous identifiez à un courant politique plus qu'à un autre en tant qu'éditorialiste? Je ne m'identifie à aucun courant politique. Il y a de bonnes idées et de bonnes volontés presque partout. En revanche, j'ai des convictions. Je suis pour la nation européenne, je suis pour la GPA, ça m'emmène plutôt vers la gauche. Je suis pour le libéralisme économique, ça m'emmène plutôt vers la droite. J'ai mon corpus de valeurs et mon corpus d'engagement. Il faut être engagé, mais pas partisan. Vous avez une fierté dans votre carrière? Oh, j'ai beaucoup de moments de bonheur dans mon parcours. Je ne sais pas s'il faut en dire des fiertés. Oui, je suis assez fier d'avoir été parmi les premiers à mettre Emmanuel Macron à la une en disant « il va tout bousculer » grâce à Corinne Laïc qui m'avait alerté sur ce jeune ministre qui venait de débarquer. Ça, je me dis, on n'a pas perdu notre temps à ce moment-là. Et puis, je suis assez fier d'avoir fait l'interview de Carla Bruni quand elle venait d'épouser Nicolas Sarkozy et d'avoir eu le record historique de vente de l'Express. Plus de 200 000 exemplaires vendus en kiosque, près de 500 000 exemplaires au total. Je pense qu'hélas, on ne retrouvera pas cette prospérité dans la presse écrite. Et au contraire, vous avez une déception? Quelque chose que vous auriez pu faire mieux ou alors vous avez raté? Il y a beaucoup de choses qu'on rate quand on est journaliste politique, parce qu'on passe à côté, parce qu'on se trompe. Et le meilleur moyen, c'est de les oublier, sinon on arrêterait vite ce métier. Donc je les ai oubliés. Vos pronostics pour 2022? C'est difficile d'avoir un pronostic. Je ne crois pas à l'élection de Marine Le Pen en 2022. Je pense que donc elle sera battue par celui qui s'opposera à elle au second tour. Et il y a une place pour quelqu'un qui reprendrait globalement la politique d'Emmanuel Macron. Elle n'est pas désavouée, mais qui ne serait pas le personnage Macron, qui lui est désormais vraiment rejeté par de nombreux Français. Donc il y a un espoir pour Xavier Bertrand ou quelqu'un d'autre qui viendrait s'imposer sur une ligne politique similaire à celle qui est pratiquée par Macron, mais sur un comportement personnel très différent. Est-ce que vous avez un message à adresser à la jeunesse en une minute? Engagez-vous les jeunes. Engagez-vous dans les partis ou en créant de nouveaux. Engagez-vous dans les élections. L'onction du suffrage universel est irremplaçable. C'est à vous de prendre les places. C'est à vous d'écrire l'avenir. Mais pour ça, eh bien, il faut faire de la politique. Et enfin 30 secondes de carte blanche, ce que vous voulez. Regardez derrière moi, regardez cette ville absolument inouïe, extraordinaire. Imaginez tout ce qui s'est passé là, alors sans remonter jusqu'à Sainte-Geneviève ou aux Romains, mais pensez simplement à la Révolution française qui était là, juste derrière nous, qui s'étalait, à la République. Pensez à Victor Hugo passant dans ces grandes avenues pour rejoindre le Panthéon. Pensez à tout cela et voyez que les chapitres à écrire pour l'histoire de France, eh bien, ils sont passionnants pourvu qu'on ait une encre pleine de passion. Les Tyrannies de l'épidémie, c'est aux éditions Fayard par Christophe Barbier dans toutes vos bonnes librairies. Merci beaucoup Christophe Barbier. Merci à vous de votre accueil. Abonnez-vous à Demain Citoyen pour être les citoyens de demain. Bravo. Merci. Merci à vous.